Bonjour, vous écoutez ce podcast proposé par Prospective Industrie. La dynamique Prospective Industrie est née de l'idée qu'une entreprise seule ne peut pas analyser tous les signaux faibles de son environnement. Collectés, analysés et synthétisés, ces signaux sont proposés aux industriels qui participent aux rencontres Prospective Industrie. Retrouvez au travers de cette série de 5 podcasts les signaux faibles partagés et discutés lors des rencontres de juin 2020. Bonne écoute! Une partie que l'on aborde à chaque fois dans le cadre de la prospective, autour de l'homme, du management et du processus à l'ère de la Covid. Ce que l'on a pu observer sont de nouvelles formes de travail. Est-ce qu'au final, ces nouvelles formes de travail ne sont pas plutôt des tendances amplifiées, puisqu'on le voit bien à travers l'augmentation du temps partagé sur des fonctions support pour réduire les coûts, sur plus de polyvalence des métiers, des industriels qui vont chercher à créer de la polyvalence des métiers pour avoir plus d'agilité. La place également du télétravail, donc plébiscité par les salariés, qui peut être aussi une source de réduction des coûts, mais aussi des freins managériaux. Donc après, avec une appropriation plus ou moins importante de la part des salariés sur la question du télétravail. Et puis également, est-ce qu'on ne tendra pas vers un retour salarié des indépendants, ou alors une augmentation du nombre de cadres qui deviendront freelance ? Pareil autour des intérimaires, l'importance d'accompagner les intérimaires pour les intégrer par rapport aux évolutions et aux transformations que va subir l'entreprise. Et enfin, beaucoup de réflexions autour des nouveaux contrats de travail qui sont liés notamment à l'émergence de nouveaux modèles d'entreprise, donc avec des réflexions autour d'éventuelles nouvelles générations de droits sociaux qui permettraient de répondre à des formes plus atypiques de travail. Au-delà de tout ça, comment est-ce qu'on accompagne l'émergence de nouvelles formes de travail ? Ce que l'on a pu constater aussi, c'est qu'avec le confinement, c'est renforcé le besoin de maintenir le lien entre les salariés, de souder davantage les équipes. Est-ce que justement, la communauté professionnelle, sa valeur ne réside pas dans plus de relations, à travers une meilleure horizontalité de ces relations, via l'intégration de plus de soft skills, on entend par là la question de l'écoute, de la générosité, de l'entraide au sein de l'entreprise, pour répondre au sentiment de vulnérabilité et reconnaître la fragilité des équipes. Au-delà de ça, l'importance de gérer de nouvelles émotions au sein de l'entreprise. Également à travers la visioconférence, on voit bien que l'intelligence collective, elle est passée de la théorie managériale à la réalité de terrain. Et puis enfin, une création de valeur qui est à l'interface entre les métiers, nous indiquait justement un industriel, donc un décloisonnement des métiers plus important. Face à tout cela, l'importance de renforcer la formation des dirigeants et des managers aux sciences humaines pour mieux comprendre les comportements et accompagner les personnes, notamment sous l'angle de la sociologie, de la communication, du coaching et encore de la psychologie pour faire face à des émotions nouvelles à prendre en compte dans l'entreprise. Et au final, ici, le travail des métiers retrouvait du sens et de l'utilité avec la crise. La place du sens et de l'utilité a toute sa place. Donc notamment pour gérer les degrés de motivation hétérogènes. On a fait le constat et certains industriels nous l'ont exprimé donc sur à la fois des collaborateurs qui se sont révélés dans une période complexe avec force et qui ont fait part d'un vrai leadership, et puis en parallèle des salariés plus motivés, notamment pour revenir au travail. Également des entreprises qui capitalisent, qui ont pu percevoir en fait les bénéfices de la définition des valeurs et de leur raison d'être d'avant la crise et qui ont pu capitaliser dessus. Et une place clé pendant cette période, c'est la place des ressources humaines, clé de la résilience de l'entreprise, qui ont justement joué un rôle important pendant le confinement et lors du déconfinement pour assurer la continuité de l'activité, l'accompagnement des humains dans les transformations. Et puis aussi le soutien à la motivation. Et un point important justement concernant le rôle de ces RH sera justement d'accompagner les salariés à incarner un projet d'entreprise qui sera remanié pour s'adapter justement aux nouvelles donnes qui peuvent être mises en place dans les entreprises. Et puis sur le climat social, un certain nombre de dirigeants s'inquiètent aujourd'hui de l'éclatement de crises sociales et de leurs possibles répercussions au sein de l'entreprise. Alors faut-il désamorcer les débats sous l'effet de l'urgence ou au contraire les laisser s'exprimer ? Il est vrai que l'urgence de la reprise pourrait inciter à escamoter des sujets de fond, alors qu'il semble en tout cas vraiment indispensable de prendre le temps de consolider le dialogue social.
la résilience se construisant sur des traumatismes qui sont reconnus et acceptés. La controverse est indispensable à l'émergence de nouveaux modèles qui vont être nécessaires à inventer dans les mois et les années à venir. Alors pour cela, comment faire ? Les dirigeants expriment beaucoup le besoin d'un dialogue direct avec leurs salariés pour justement essayer de capter les signaux du climat social de l'entreprise. Et puis quel dialogue avec les partenaires sociaux qui, pour un certain nombre, ont largement défendu et promu le droit de retrait pendant la crise et pendant le confinement. Est-ce qu'ils sont représentatifs de tous les salariés, notamment de ceux qui ont montré une forte mobilisation au travail ? Et donc ces syndicats, ces partenaires sociaux auront-ils à moyen terme un nouveau rôle à jouer face à la montée du chômage et à de potentielles dégradations des conditions de travail ? Quelle représentation partagée entre dirigeants et syndicats sur les enjeux et les priorités de l'entreprise, ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre, d'où l'importance de partager, de co-construire le projet de l'entreprise avec ses partenaires sociaux. Et puis cette crise aussi révèle aussi une revalorisation peut-être des métiers manuels, notamment corrélés à la prise de risque. Donc c'est vrai qu'au cœur de la crise sanitaire, on s'est posé un certain nombre de questions sur qui porte réellement le risque, notamment, alors certes, le risque financier qui était essentiellement porté par le dirigeant, mais le risque sanitaire était aussi directement porté par certains salariés. Les questions qui peuvent se poser là, c'est quelle est la valeur des métiers manuels sans lesquels l'industrie ne peut pas tourner ? Est-ce que cela va se traduire dans les politiques de rémunération alors que les entreprises disposeront d'une moindre marge de manœuvre financière ? Et puis au-delà de la rémunération, quelle autre forme de reconnaissance l'entreprise peut-elle instaurer dans son organisation en termes de co-construction, de délégation, de marque de confiance ? Des interrogations aussi sur la valeur des fonctions support, où on a vu que le télétravail peut modifier la nature de la relation aux salariés et la perception de sa valeur dans l'entreprise. Et puis à l'inverse, les métiers manuels présentiels qui pourraient regagner en valeur perçue. On voit derrière ça que le développement du télétravail peut aussi peut-être conditionner la valeur du travail, non plus aux heures de présence, mais plutôt à la valeur ajoutée pour l'entreprise, que ce soit en termes de prise d'initiative ou d'implication. La perception de l'utilité et de la valeur des entreprises avec la crise de la Covid-19 incite à donner de nouvelles définitions à ces questions d'utilité et de valeur et à être considérées sous différentes échelles d'interprétation, sous 3 angles, la dimension conjoncturelle, la dimension structurelle et puis également la dimension anthropologique. La dimension conjoncturelle, justement, où l'utilité et la valeur ajoutée sont plutôt liées à la question des besoins et qui va varier selon les circonstances. On le voit bien autour, par exemple, pendant le confinement, des activités qui étaient considérées comme non vitales. Par exemple, les loisirs, le tourisme et la culture. Est-ce que pour autant, ces activités-là, elles sont exemptes de toute valeur ? La dimension plutôt structurelle, qui est là un point d'accroche assez intéressant pour les dirigeants puisque l'utilité et la valeur ajoutée sont liées aux aspirations et qui traduisent justement des attentes profondes. Une question qui peut être posée, c'est est-ce que l'entreprise qui aura demain de la valeur, est-ce que ce sera celle qui sera capable de proposer, au-delà de ses métiers et produits, des modèles de développement durable ? C'est un exemple parmi d'autres. Et puis enfin, la dimension anthropologique, puisqu'on a pu observer des nouveaux paradigmes dans le rapport de l'homme au monde, avec une économie qui était davantage pensée au service de l'humain, et puis également où la considération du fait que l'homme, avec un grand H, n'est plus celui qui domine la nature, mais celui qui est en relation systémique avec elle. Au-delà de ça, quel message, quel signal pour les dirigeants, c'est qu'il est attendu de plus en plus de leur part une capacité à penser la complexité et les paradoxes en fait entre les 3 leviers du développement durable, que sont l'économie, le social et l'environnemental, et justement formaliser en fait la contribution des entreprises à ces environnements en apportant toujours plus de sens. La délicate gestion du rythme aussi, on a pu le voir à la fois entre la suspension du temps, la continuité de l'activité et puis bien sûr l'urgence de la reprise, le constat de plusieurs temporalités qui se sont juxtaposées, donc à la fois par rapport à des ruptures de rythme, des ralentissements et puis des accélérations. On l'a bien vu, le temps n'est plus seulement corrélé au rythme de l'humain ou à celui du marché, mais aussi à la vie du virus. Est-ce qu'il ne faut pas aussi s'habituer dans l'entreprise à un rythme par à-coup, donc avec des rythmes un peu plus chaotiques de l'activité ?
Au-delà de ça, comment est-ce qu'on peut concilier à la fois l'urgence à court terme et la réflexion moyen-long terme qui est nécessaire dans la création de nouveaux modèles ? Et puis cette crise a aussi révélé un certain nombre de paradoxes auxquels a dû faire face le dirigeant. La question qu'on peut se poser là, c'est comment dépasser ces paradoxes. Pour le dirigeant, les paradoxes étaient de plusieurs ordres. D'une part, gérer des situations de double contrainte, entre d'une part préserver la santé de ses salariés et puis préserver aussi l'économie et la santé de son entreprise. La notion de responsabilité, d'une part, face à sa dépendance à une stratégie gouvernementale qui n'était pas toujours très claire. Et puis prendre soin de ses salariés, oui, mais sans pour autant interférer avec la vie privée de ce salarié. Et puis enfin, nécessité de redéfinir une vision dans un contexte d'état d'urgence et dans une situation de trouble avec très peu de référentiels. Alors comment dépasser ça et avec quels moyens ? Eh bien, se reposer fortement sur les valeurs comme boussole individuelle et collective pour l'entreprise. Se reposer aussi sur le réalisme qui devient une nécessité stratégique. Les dirigeants nous ont aussi partagé aussi la nécessité d'avoir une communication claire et authentique pour conjurer ce climat de défiance dont on a parlé précédemment. Et puis, bien sûr, la notion de bien commun qui impacte aussi la posture du dirigeant, qui là est beaucoup plus leader que juste propriétaire de son entreprise. Et puis, avec cette crise, nous avons beaucoup entendu et nous entendons beaucoup parler de résilience, qui est un concept qui est de plus en plus utilisé, concept aux limites floues, puisque derrière, on parle aussi de résistance, d'anticipation, de préparation, de gestion de crise. Autant de notions qui sont directement associées à la résilience, avec peut-être aussi un risque de galvauder ce terme. Pour l'entreprise, nous voyons ici, plutôt deux dimensions qui sont à prendre en compte autour de cette résilience. La dimension humaine, d'une part, et la dimension organisationnelle. Concernant la dimension humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, la résilience, c'est essentiellement de donner du sens à l'expérience que l'on a vécue, nous disait un industriel. Elle est essentiellement orientée vers l'avenir, alors que la résistance est plutôt sur le présent. Elle prend en compte la diversité et la spécificité des situations. Elle couvre des réalités qui sont plus larges que le travail seul, qui intègre aussi la vie personnelle et familiale. Elle affronte la souffrance, elle ne la nie pas. C'est un processus qui est généralement long, fragile, non linéaire et qui ne peut pas faire l'objet d'injonctions sur les personnes. D'où l'importance du sens, de la stratégie, de la vision. Se reconstruire, oui, mais pour quoi faire ? Et puis aussi de la résilience dans sa dimension organisationnelle avec la nécessité d'isoler les points stratégiques pour éviter que l'hyperconnexion des composantes d'une organisation fragilise l'ensemble de l'édifice en cas de dysfonctionnement. Ça veut dire ici par exemple isoler des ordinateurs traitant d'informations très confidentielles du reste du système d'information. Bien sûr aussi, la résilience évoque aussi les procédés d'autosuffisance, consommation d'eau, d'énergie, les stocks, qui limitent aussi la dépendance à un système plus large. La notion de modularité, flexibilité, agilité des organisations, donc passer rapidement d'un procédé à un autre, d'une stratégie à une autre, d'un fournisseur au client à un autre, qui favorise aussi la résilience de l'entreprise. La résilience qui met aussi en relation un système et son environnement, toutes les démarches RSE qui, en adaptant en permanence l'entreprise à son écosystème, contribuent activement à cette résilience. Et puis la résilience aussi qui est une capacité qui se développe avec l'entraînement et la capitalisation. Les entreprises peuvent apprendre d'une crise à l'autre. Par exemple, certains plasturgistes, confrontés depuis plusieurs mois au plastic bashing et habitués à adapter leur stratégie, ont pu pivoter rapidement leur production. On l'a bien vu avec la fabrication de visières notamment. Et puis enfin, les compétences créatives qui nourrissent aussi la résilience des organisations en aidant à imaginer d'autres modes de fonctionnement. Donc voilà, une question qui peut être intéressante aussi, on a évoqué la relocalisation précédemment. Le sujet de la relocalisation des productions est aussi étroitement lié à la résilience, celle-ci étant la finalité recherchée par le moyen de la relocalisation. Donc comment les débats qui se préparent actuellement ou qui sont en cours actuellement sur la relocalisation industrielle vont-ils intégrer ce principe de résilience des systèmes, par exemple pour déterminer si tout ou partie de la production doit être relocalisée ? À l'échelle de la société, peut-on repenser aussi la résilience économique sous l'angle de la durabilité
et toutes les notions de développement durable que l'on voit actuellement. Voilà, nous en avons fini pour ce podcast Prospective. Caroline Thibault et moi-même, Benoît Clouet, nous nous tenons à votre disposition. Si vous avez d'autres éléments à nous partager ou si vous souhaitez quelques compléments d'information, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez donc nos coordonnées en fin de présentation. Et je vous dis donc à bientôt.